Trump-Poutine, l'Ukraine écartée, accord secret en Alaska. Dans un Alaska balayé par les vents glacés, un décor inhabituel pour un sommet diplomatique, deux des hommes les plus puissants de la planète vont se retrouver face à face, Donald Trump et Vladimir Poutine. Le Kremlin l'a confirmé. Cette rencontre se tiendra bien sur sol américain. Un choix assez logique selon le conseiller diplomatique Yuri Ushakov, puisque la Russie et les États-Unis sont les voisins proches avec une frontière commune. Une référence directe au détroit de Bering qui sépare les deux pays de seulement quelques dizaines de kilomètres. Mais derrière cette image glaciale se joue une partie brûlante, l'avenir de l'Ukraine. Pour Donald Trump, revenu à la Maison-Blanche avec la promesse de mettre fin aux guerres inutiles, l'objectif affiché est simple, arrêter le conflit, vite, et si possible en prenant tout le monde de court. Ils aimeraient me rencontrer, et je ferai tout ce que je peux pour arrêter les tueries, a-t-il déclaré le 7 août lors d'une conférence de presse à Washington. Pour Vladimir Poutine, c'est l'occasion de s'asseoir à la même table que le président américain, dans un contexte où les grandes capitales européennes semblent marginalisées. Il sait que chaque image, chaque poignée de main peut être interprétée comme un symbole, celui d'une Russie qui n'est plus isolée, mais qui traite directement avec Washington. Et c'est là que réside le choc. À aucun moment dans les annonces officielles, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est assuré d'être présent. Certes, Associated Press et le New York Post ont rapporté qu'un responsable de la Maison-Blanche aurait affirmé que Poutine devait rencontrer Zelensky pour que la rencontre ait lieu, mais Trump lui-même a balayé cette idée. Non, Poutine n'a pas besoin de rencontrer Zelensky pour me rencontrer. En d'autres termes, la possibilité que le destin de l'Ukraine se négocie sans l'Ukraine est sur la table. Pendant que les caméras se braquent sur Anchorage et que les commentateurs occidentaux débattent des détails logistiques, un fait s'impose. Ce sommet sera le premier tête-à-tête officiel entre Trump et Poutine depuis le retour du républicain au pouvoir. Et comme lors des grandes heures de la guerre froide, Reykjavik en 1986, Vienne en 1961, le lieu n'est pas choisi au hasard. L'Alaska, porte entre l'Amérique et la Russie, est à la fois un symbole de proximité géographique et de rivalité stratégique. À Kiev, l'annonce a l'effet d'une onde de choc. Zelensky, qui ne cesse de répéter que rien sur l'Ukraine ne doit se décider sans l'Ukraine, voit poindre le spectre d'un Yalta 2.0 où les grandes puissances redessinent la carte sans demander leur avis aux premiers concernés. Dans les couloirs du pouvoir ukrainien, le mot d'ordre est clair, éviter l'isolement diplomatique. Mais le calendrier est cruel, la mécanique du sommet est déjà enclenchée et ni Paris, ni Berlin, ni Bruxelles ne semblent en mesure d'en modifier la trajectoire. À Washington, le message officiel ressemble à un brouillard épais, où chaque phrase semble démentir la précédente. D'un côté, Donald Trump tranche devant les journalistes « Poutine n'a pas besoin de voir Zelensky pour me rencontrer ». Une déclaration faite depuis la Maison-Blanche le 7 août, les yeux rivés sur les caméras, comme pour couper court aux rumeurs. « Je ferai tout ce que je peux pour arrêter les tueries », insiste-t-il, comme si la solution pouvait naître d'un simple face-à-face entre deux hommes. Mais à peine cette phrase prononcée, voilà qu'Associated Press, reprise par le New York Post, cite un haut responsable de la Maison-Blanche affirmant exactement l'inverse. Aucune rencontre Trump-Poutine ne se fera sans un entretien préalable entre Poutine et Zelensky. Pas de lieu fixé, pas de date confirmée, mais une condition claire, qu'il ne l'est plus le lendemain. Ce double discours intrigue. Les diplomates chevronnés y voient un procédé bien connu, noyer des intentions réelles dans un océan de signaux contradictoires. Pour les uns, c'est du chaos pur, symptomatique d'une administration Trump qui improvise et se contredit. Pour d'autres, c'est du calcul stratégique, maintenir un flou volontaire pour tester les réactions de Moscou, de Kiev et des capitales européennes. Les observateurs de l'ère Trump se souviennent de ce style, annoncer une ligne dure un jour, puis ouvrir la porte à un compromis le lendemain. Déstabiliser l'adversaire, mais aussi ses propres alliés pour garder la main sur l'agenda. Un ancien conseiller de sécurité nationale, interrogé par Politico lors d'une précédente crise, décrivait cette méthode comme l'art de rendre tout le monde nerveux pour que seul le président paraisse indispensable. Et ce qui se joue aujourd'hui avec l'Ukraine porte la même marque. Trump sait que Poutine souhaite cette rencontre. Il sait aussi que Zelensky, affaibli politiquement, ne peut pas se permettre d'en être exclu. En laissant planer le doute, il place les deux dans une position d'attente, obligés de se plier à son rythme. Pendant ce temps, les rédactions s'agitent, titrant tour à tour sur un sommet imminent ou conditionnel. Les chaînes d'infos américaines en continu évoquent des préparatifs déjà lancés, CNN, tandis que les agences russes affirment que l'accord de principe pour un sommet bilatéral a été conclu à la suggestion de la partie américaine. Autrement dit, ce n'est pas Moscou qui a sollicité Washington, mais l'inverse. Un détail lourd de sens dans les relations internationales. Celui qui invite oriente. Pour Kiev, cette confusion est plus qu'un casse-tête médiatique, c'est un avertissement. Les cartes se distribuent ailleurs. Si l'on en croit les confidences d'un diplomate européen cité par Le Monde, il est évident que les Américains et les Russes sont déjà dans une phase de pré-négociation bilatérale et que l'Ukraine risque de devoir s'aligner.
C'est exactement ce que Zelensky redoute. Derrière les sourires et les formules diplomatiques, la réalité est implacable. Les lignes téléphoniques qui comptent le plus, en ce moment, ne relient pas Kiev à Moscou, mais Washington à Moscou. À Kiev, la nouvelle de l'imminente rencontre Trump-Poutine tombe comme un coup de tonnerre. Volodymyr Zelensky n'a pas attendu une seconde pour décrocher son téléphone. Dans les 24 heures qui suivent l'annonce, il enchaîne les appels avec Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen, Keir Starmer et même le Premier ministre estonien Kristen Michal. Chaque échange se conclut par la même formule, reprise presque mot pour mot sur ses réseaux sociaux. Nous voyons la nécessité d'une vision européenne commune sur les questions de sécurité clés pour l'Europe. Le problème, c'est que ces phrases polies sonnent creux. Car pendant que Zelensky s'efforce de mobiliser ses partenaires, l'agenda ne se fixe plus à Kiev ni même à Bruxelles, mais entre Washington et Moscou. Et cela, tout le monde le sait. Avec Macron, le président ukrainien évoque la vision ukrainienne de sa récente conversation avec Trump. Le chef de l'État français lui fait part de ses propres contacts avec d'autres dirigeants, ceux qui ont déjà eu lieu ce matin et ceux encore prévus pour aujourd'hui. Mais aucun de ces échanges ne se traduit par une action concrète susceptible d'infléchir la trajectoire du sommet d'Alaska. Avec Friedrich Merz, le ton est plus consensuel. L'Ukraine et l'Allemagne partagent la même vision de la nécessité de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible par une paix digne. Des mots forts, certes, mais qui n'ont pas d'impact immédiat sur la dynamique diplomatique. Ce ballet téléphonique, relayé par les médias officiels, ressemble de plus en plus à une course contre la montre, où Zelensky tente de ne pas perdre la main sur un processus qui lui échappe. En réalité, son espace de manœuvre se rétrécit à vue d'œil. Dans les capitales européennes, certains diplomates commencent à s'inquiéter ouvertement de ce déséquilibre. Un conseiller à Bruxelles, cité anonymement dans Politico Europe, confie « Nous sommes en réaction, pas en initiative. Les Américains ont repris la main et ne cherchent même plus à masquer qu'ils veulent régler ça directement avec Moscou. » Cette marginalisation est d'autant plus flagrante que, dans le même temps, Poutine soigne ses relations bilatérales avec les puissances émergentes, la Chine de Xi Jinping, l'Inde de Narendra Modi, sans qu'aucune autorité ukrainienne ne soit intégrée à ces échanges. Pour l'Ukraine, la situation devient paradoxale. Elle est sur la ligne de front de la guerre, mais elle est absente des discussions où se décide la forme de la paix. Et ce n'est pas seulement un problème de prestige. Comme le rappelle un analyste du Carnegie Endowment, lorsqu'un pays n'est pas assis à la table des négociations, il devient un sujet de négociation. Zelensky, lui, tente de compenser cette mise à l'écart par un discours offensif. Les Ukrainiens ne céderont pas leur terre à l'occupant. Toute décision prise sans l'Ukraine est une décision contre la paix. Mais ces mots, aussi fermes soient-ils, résonnent comme une mise en garde, que ses partenaires risquent de ne pas écouter. Pendant que Zelensky aligne les coups de fil aux capitales européennes, Vladimir Poutine, lui, s'adresse à un tout autre cercle, celui des poids lourds du monde multipolaire. Vendredi matin, à peine quelques jours avant le sommet d'Alaska, le Kremlin publie 2 communiqués successifs. Le premier annonce un entretien téléphonique avec Xi Jinping, président chinois. La télévision publique chinoise CCTV en donne rapidement le ton. Pékin souhaite voir la Russie et les États-Unis maintenir le contact, améliorer leurs relations et promouvoir un règlement politique de la crise en Ukraine. Xi ajoute que les questions complexes n'ont pas de solution simple et réaffirme que la Chine soutiendra toujours la paix et la promotion des pourparlers. Quelques heures plus tard, Poutine décroche avec Narendra Modi, Premier ministre indien. Le communiqué officiel du Kremlin parle d'un échange bon et amical entre 2 amis, une formule soigneusement choisie. Modi est informé des résultats de la rencontre entre Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff. Un détail lourd de sens, l'Inde est tenue au courant des échanges préparatoires américano-russes. Mais pas l'Ukraine. Ces 2 coups de fil illustrent une stratégie limpide, contourner le cadre occidental et légitimer le dialogue avec Washington par l'appui de partenaires asiatiques. Afficher à l'opinion russe que le pays n'est pas isolé, mais courtisé par les grandes puissances du Sud global. Imposer l'idée que les décisions majeures ne passent plus exclusivement par Bruxelles ou Washington, mais aussi par Pékin et New Delhi. Et c'est précisément pour contrer cette dynamique que, le 10 août, les principaux dirigeants européens publient un communiqué commun. Ils y affirment être convaincus que seule une approche combinant une diplomatie active, un soutien à l'Ukraine et une pression sur la Fédération de Russie pourra réussir. Zelensky, sur ses réseaux sociaux, salue et soutient pleinement cette déclaration, y voyant un signal d'unité face au risque que le sommet d'Alaska se traduise par un accord aux dépens de Kiev. Mais cette mobilisation européenne s'accompagne d'une ombre inquiétante. À Washington, le vice-président américain J.D. Vance déclare sur Fox News que les États-Unis en ont fini avec le financement de Kiev.
Selon lui, si ce conflit vous tient tant à cœur, vous devriez être prêt à vous engager de manière plus directe et plus significative dans son financement. Un avertissement qui sonne comme une mise en garde, l'Europe devra payer plus ou voir l'Ukraine perdre du terrain diplomatique et militaire. Pour Poutine, c'est un coup parfait. Il se présente au sommet avec l'appui tacite de Pékin et New Delhi, tout en sachant que l'unité occidentale est fissurée par la lassitude américaine et les calculs européens. Dans ce rapport de force, chaque geste compte et chaque silence aussi. Lorsque le Kremlin confirme que la rencontre Trump-Poutine se tiendra en Alaska, les analystes diplomatiques comprennent immédiatement que le lieu n'a pas été choisi au hasard. Pour le conseiller diplomatique russe Yuri Ulchakov, cité par les agences RIA et TASS, c'est un choix assez logique. La Russie et les États-Unis sont des voisins proches, avec une frontière commune. Une allusion directe au détroit de Bering, ce mince couloir maritime qui sépare l'extrémité orientale de la Russie et l'extrémité occidentale de l'Alaska par à peine 85 km. Historiquement, l'Alaska est un symbole ambivalent. Ancien territoire russe vendu aux États-Unis en 1867, il reste inscrit dans la mémoire historique russe comme une perte mal digérée par certains cercles nationalistes. Porte géographique entre l'Amérique et l'Asie, il a joué un rôle stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, servant de poste avancé pour la surveillance et les communications militaires. En choisissant Anchorage, plutôt qu'un terrain neutre comme Genève ou Reykjavik, Trump envoie un double signal. La rencontre se déroule sur le sol américain, rappelant que c'est Washington qui reçoit Moscou, non l'inverse. Le lieu reste chargé de symboles bilatéraux, ce qui permet à Poutine de l'accepter sans perdre la face auprès de son opinion publique. Les précédents historiques renforcent cette lecture. En 1986, Reagan et Gorbatchev avaient choisi Reykjavik, en Islande, un terrain neutre à mi-chemin entre les deux blocs. En 1961, Kennedy et Khrouchtchev s'étaient retrouvés à Vienne, en Autriche, pour éviter que l'un ou l'autre n'ait l'avantage psychologique de jouer à domicile. Ici, c'est l'inverse. Trump assume que le sommet ait lieu sur son territoire, tout en offrant à Poutine un décor qui n'est pas dénué de résonance historique russe. Pour Moscou, c'est aussi l'occasion de mettre en avant un discours subtil. Nous pouvons discuter directement avec les États-Unis, entre voisins, sans passer par l'Europe. Ce narratif plaît à l'électorat russe et à ses relais médiatiques, qui voient là une preuve de parité stratégique entre les deux géants. Dans la presse occidentale, The Washington Post souligne que ce choix géographique est aussi une manière de minimiser le rôle de l'Union européenne dans la négociation. Aucun leader européen ne sera présent à Anchorage et rien ne garantit que leurs positions seront intégrées dans la discussion. Comme le résume un ancien négociateur du département d'État cité par Foreign Policy, quand deux présidents se retrouvent dans un décor aussi symbolique, il faut comprendre que l'essentiel se jouera à huis clos, et tout ce qui ne sera pas dit publiquement sera probablement plus important que ce qui sera déclaré devant les caméras. Dans les jours qui précèdent le sommet, un mot revient dans les couloirs diplomatiques, territoire. Donald Trump, fidèle à son style direct, a lâché la formule qui glace Kiev, il y aura des échanges de territoire au bénéfice de chacun. Phrase prononcée devant les journalistes à la Maison-Blanche, sans donner de détails, mais laissant entendre que la paix pourrait passer par une redéfinition des frontières. Le Wall Street Journal apporte rapidement des précisions. Selon le quotidien américain, Vladimir Poutine a transmis une proposition de cessez-le-feu en 2 étapes. L'Ukraine retirerait ses troupes de la région de Donetsk, plus précisément de l'oblast encore sous son contrôle, ce qui inclut des villes clés comme Sloviansk, Kramatorsk, Drushkivka et Kostiantynivka. La ligne de front serait gelée et un accord de paix définitif serait ensuite conclu, affaire approuvée par Zelensky. Pour Moscou, cette proposition a un avantage stratégique évident, obtenir le retrait ukrainien sans avoir à livrer de nouvelles batailles majeures dans une zone que l'armée russe convoite depuis 2014. Mais cette idée inquiète profondément les analystes militaires occidentaux. L'Institute for the Study of War rappelle que la ceinture fortifiée de Donetsk est la principale ligne de défense ukrainienne dans la région depuis 11 ans. Construite après la reconquête partielle du Donbass par Kiev en 2014, elle s'étend sur environ 50 km le long de la route nationale H20, reliant Sloviansk à Kostiantynivka. Cette ligne défensive protège non seulement l'accès à l'est, mais aussi les voies logistiques vers le centre du pays. Kramatorsk en particulier est le centre administratif provisoire de l'oblast depuis que la capitale régionale Donetsk est occupée par les forces pro-russes. Perdre cette ville serait un revers symbolique et stratégique majeur. Pour Washington, cette idée d'échange pourrait sembler pragmatique. En rendant à la Russie ce qu'elle considère comme acquis militairement, on obtiendrait un cessez-le-feu immédiat. Mais sur le terrain, les indications sont radicales. Perte d'une barrière défensive clé pour l'armée ukrainienne, risque d'une reprise rapide des offensives russes une fois les forces ukrainiennes éloignées, création d'un précédent dangereux, légitimer l'occupation militaire par la négociation. Certains diplomates européens, cités par Le Monde, redoutent une répétition du scénario de Minsk II en 2015, où un accord censé geler le conflit a en réalité permis à la Russie de se réarmer et de préparer une nouvelle offensive quelques années plus tard.
Dans les médias ukrainiens, cette proposition est décrite comme un piège. Elle donnerait à Moscou un gain territorial sans garantir une paix durable. Zelensky, lui, a réaffirmé que les Ukrainiens ne céderont pas leurs terres à l'occupant, mais il sait que la pression internationale pour accepter un compromis va monter en flèche après le 15 août. Pour comprendre pourquoi la proposition russe de retrait du Donbass inquiète autant à Kiev, il faut se pencher sur ce qu'elle impliquerait réellement. Sur le papier, un gel de la ligne de front pourrait signifier la fin immédiate des bombardements et des combats intenses. Mais dans les faits, l'histoire militaire récente montre que ce type d'accord gèle rarement un conflit. Il le repousse. Les exemples ne manquent pas. L'accord de Minsk II, signé en février 2015, devait instaurer un cessez-le-feu durable dans le Donbass. Pourtant, comme le rappellent les archives de l'OSCE et les analyses de l'Institute for the Study of War, les combats n'ont jamais réellement cessé et la Russie a profité de cette période pour moderniser ses forces, reconstituer ses stocks et préparer l'invasion massive de 2022. Accepter aujourd'hui un retrait sans garantie solide d'un accord de paix définitif reviendrait à offrir à Moscou le temps et l'espace nécessaires pour préparer la suite. Sur le terrain, le retrait des troupes ukrainiennes de la ceinture fortifiée de Donetsk ouvrirait un boulevard stratégique. Sloviansk et Kramatorsk, au nord, sont des nœuds logistiques majeurs. Routes, voies ferrées, centres industriels. Perdre leur contrôle faciliterait l'acheminement russe vers le centre de l'Ukraine. Kostiantynivka, plus au sud, verrouille l'accès à plusieurs localités stratégiques. Sa perte pourrait permettre à Moscou de pousser vers Dnipro, ville clé sur le fleuve du même nom. Ce dispositif défensif, érigé à partir de 2014, est l'équivalent d'un mur invisible qui empêche aujourd'hui une percée russe rapide. Le démanteler reviendrait à laisser ouverte une porte qu'il a fallu des années à barricader. Les services de renseignement britanniques, cités par The Guardian dans une analyse de début août, estiment que si cette ligne tombait, les forces russes seraient en position de lancer une nouvelle offensive majeure en moins de 6 mois, avec un avantage territorial accru et une profondeur stratégique inédite depuis 2014. De plus, céder cette zone affaiblirait la position de négociation de Kiev pour toute discussion future. Dans une guerre, la table de négociation reflète toujours l'équilibre des forces sur le terrain. Donner un atout avant de négocier, c'est réduire d'autant ses propres cartes. À Kiev, cette perspective divise déjà. Les partisans d'une paix rapide y voient une façon de sauver des vies et de préserver des infrastructures encore intactes. Mais les partisans d'une résistance à long terme rappellent que la survie même de l'État ukrainien dépend de la capacité à défendre ses lignes actuelles. Comme l'a confié un ancien chef d'état-major ukrainien à Ukrainska Pravda, une paix qui nous désarme est une paix qui prépare notre défaite. Pendant que Washington et Moscou tracent déjà les lignes de leur futur face-à-face, l'Europe se bat pour ne pas rester simple figurante dans une négociation qui concerne directement sa sécurité. Le 10 août, à 5 jours du sommet d'Alaska, les principaux dirigeants européens publient un communiqué commun affirmant qu'ils sont convaincus que seule une approche combinant une diplomatie active, un soutien à l'Ukraine et une pression sur la Fédération de Russie pourra aboutir à la paix. Ce texte, voulu comme un acte d'unité, est immédiatement salué par Volodymyr Zelensky sur ses réseaux sociaux. L'Ukraine salue et soutient pleinement cette déclaration commune. Ce geste diplomatique vise à rappeler que l'UE n'a pas disparu du paysage et qu'elle compte peser dans le rapport de force, même si le centre de gravité de la discussion s'est déplacé vers Washington et Moscou. Pourtant, dans les couloirs de Bruxelles, le constat reste amer. Un diplomate européen cité par Politico Europe résume la situation. Nous réagissons, nous ne fixons pas l'agenda. Les Américains ont repris la main et n'essaient même plus de masquer leur volonté de régler la question directement avec Moscou. Et cette réalité est encore plus difficile à avaler depuis la déclaration du vice-président américain J.D. Vance sur Fox News. Il y a affirmé que Washington en a fini avec le financement de Kiev et que les Européens doivent jouer un rôle plus important s'ils veulent vraiment soutenir l'Ukraine. En clair, les États-Unis se désengagent financièrement et l'Europe doit combler le vide. Cela crée un paradoxe stratégique. D'un côté, l'Europe affirme vouloir maintenir la pression sur Moscou. De l'autre, elle risque de se retrouver seule à payer l'addition d'une guerre que ses dirigeants ne contrôlent plus diplomatiquement. Pour Poutine, c'est une aubaine. Voir ses deux adversaires principaux, Washington et Bruxelles, afficher publiquement leur divergence sur le financement et la conduite de la guerre, c'est déjà une victoire politique avant même de s'asseoir à la table du sommet. À Kiev, l'annonce du sommet Trump-Poutine, couplée aux dernières prises de position américaines et européennes, agit comme un électrochoc. Oleksandr Mereshko, chef du comité parlementaire sur la politique étrangère, ne cache plus son inquiétude. Il semble que les deux grandes puissances tentent de décider du sort de l'Ukraine derrière notre dos, ce serait une énorme erreur politique. L'Ukraine doit être représentée par le président. Pour lui, un véritable processus de paix doit inclure non seulement Kiev, mais aussi ses partenaires européens les plus influents, Royaume-Uni, Allemagne, France, afin de créer une dissuasion contre les tentatives de Poutine d'imposer son ordre du jour. Ces appels à un front uni résonnent d'autant plus fort que la position américaine vient de changer radicalement.
Le vice-président Jed Vance a déclaré sur Fox News que les États-Unis en avaient fini avec le financement de Kiev, exhortant l'Europe à s'engager seule et directement si elle voulait maintenir la continuité de la guerre. Cette annonce tombe comme un coup près pour Zelensky. Elle signifie que le pilier financier principal de la défense ukrainienne se dérobe et que le poids de la guerre pourrait désormais reposer largement sur les épaules de l'Union européenne. À l'intérieur du pays, cette perspective accentue les divisions. Les partisans d'une paix rapide voient dans ce désengagement américain un signe qu'il faut négocier au plus vite avant que l'Europe ne se lasse à son tour. Les défenseurs d'une résistance totale redoutent qu'une réduction de l'aide ne mène à des concessions territoriales irréversibles. Mais Reshko résume cette crainte. Au lieu de punir Poutine, on lui offre un sommet. Cela donne l'impression qu'il n'est pas isolé. Je crains que Trump et Poutine puissent conclure un accord sans notre participation. Un politologue ukrainien cité par Oklenska Pravda met en garde. Si un accord est conclu à Anchorage sans Kiev, il sera appliqué de facto, que nous le signions ou non. Et toute opposition sera perçue comme un refus de la paix. Avec un soutien américain qui vacille et une Europe sommée de prendre le relais, le risque d'un Yalta 2.0 n'a jamais semblé aussi proche. Dans les heures qui précèdent le sommet d'Alaska, Vladimir Poutine ne se contente pas de préparer ses arguments pour la table avec Donald Trump. Il verrouille ses appuis auprès des deux capitales asiatiques les plus courtisées du moment, Pékin et New Delhi. Le coup de fil à Xi Jinping est soigneusement médiatisé. Selon la télévision publique CCTV, le président chinois a souligné que les questions complexes n'ont pas de solution simple, être goi, et que la Chine soutiendra toujours la paix et la promotion des pourparlers, être goi. Derrière cette formule polie se cache une réalité. Pékin se place comme médiateur incontournable, tout en maintenant un équilibre subtil entre ses relations avec Moscou et sa rivalité stratégique avec Washington. Pour Xi, soutenir un processus négocié, même piloté par les États-Unis, sert un double objectif: stabiliser l'Europe pour sécuriser les routes commerciales vers l'Ouest. Montrer que la Chine peut peser dans toutes les crises majeures, même hors de sa zone d'influence directe. Avec Narendra Modi, le ton est différent, mais tout aussi stratégique. Le Kremlin rapporte un bon et amical être-goi-échange entre les deux dirigeants, au cours duquel Poutine a partagé quant à voir les résultats de sa rencontre avec l'émissaire américain Steve Witkoff. Cette transparence, inhabituelle dans les rapports russo-indiens, sert un but clair: associer New Delhi au processus en amont pour éviter que l'Inde ne se range trop ouvertement du côté américain après le sommet. L'Inde, puissance émergente et membre du BRICS, profite de ce rôle d'intermédiaire pour renforcer sa stature internationale. Comme l'explique un analyste de l'Observer Research Foundation, chaque crise majeure est pour New Delhi une opportunité de se présenter comme un acteur global, capable de parler avec toutes les parties. Ce duo Pékin-New Delhi constitue pour Poutine une ceinture de sécurité diplomatique. Si le sommet avec Trump aboutit à un compromis favorable à Moscou, il pourra brandir le soutien tacite de ces deux géants pour renforcer la légitimité de l'accord sur la scène internationale. Si la rencontre échoue, il pourra s'appuyer sur ses partenaires pour dénoncer l'intransigeance occidentale et continuer à promouvoir un narratif multipolaire dans lequel les décisions ne se prennent plus uniquement à Washington et Bruxelles. Pour l'Ukraine et ses alliés européens, cette dynamique est préoccupante. Elle signifie qu'un éventuel accord américano-russe pourrait recevoir l'aval implicite de puissances extérieures à l'OTAN, rendant toute contestation plus difficile. Comme le résume un diplomate européen cité par Le Monde, si Pékin et New Delhi valident un accord conclu à Anchorage, il deviendra presque impossible de le remettre en cause, même pour les Européens. À l'approche du 15 août, tout converge vers Anchorage en Alaska. Les images que l'on verra à ce jour-là, deux dirigeants se serrant la main, drapeaux alignés derrière eux, sourires contrôlés, ne montreront qu'une partie de la réalité. L'essentiel se jouera hors caméra, dans des conversations à huis clos où chaque mot, chaque silence aura du poids. D'un côté, Donald Trump veut inscrire son retour à la Maison-Blanche sous le signe du faiseur de paix, qui met fin à la guerre la plus médiatisée de la décennie. De l'autre, Vladimir Poutine arrive avec un objectif clair: faire entériner par Washington, même indirectement, ses gains territoriaux en Ukraine. Pour Kiev, la menace est double: être exclu de la table où se décide son avenir, relégué au rôle de simple exécutant d'un accord conclu entre Washington et Moscou, se voir imposer un compromis territorial qui affaiblirait ses défenses et ouvrirait la voie à de futures offensives russes. Zelensky le sait. Dans ses déclarations récentes, il insiste: toute décision prise sans l'Ukraine est une décision contre la paix. Mais sa marge de manœuvre se réduit, coincé entre un allié américain pressé d'en finir et un adversaire russe qui négocie désormais en position de force. L'Europe, elle, observe en retrait. Ses dirigeants parlent d'unité et de vision commune, mais les leviers réels de la négociation ne sont plus entre leurs mains. Comme le disait récemment un diplomate cité par Politico Europe, nous réagissons, nous ne fixons pas l'agenda. Pendant ce temps, Pékin et New Delhi, deux acteurs extérieurs à l'OTAN, se tiennent prêts à valider tacitement un accord, quel qu'il soit, renforçant l'idée que le monde n'est plus structuré autour du seul axe transatlantique.
Ce contexte nourrit déjà des tensions autour du sommet. Kirill Dmitriev, directeur du Fonds russe d'investissement direct, prévient. Certains pays tenteront de faire échouer la prochaine rencontre entre Poutine et Trump par des efforts titanesques, en recourant à des provocations et à la désinformation. Autrement dit, le chemin vers Anchorage sera semé d'embûches. Attentats sous faux drapeaux, fuites calculées, campagnes médiatiques, rien n'est exclu. Quoi qu'il en sorte, le sommet du 15 août sera un moment pivot. S'il aboutit à un accord, il pourrait mettre fin au combat, mais au prix d'un gel territorial qui figerait la guerre dans une paix fragile. S'il échoue, il pourrait durcir les positions, relancer les offensives et ouvrir une nouvelle phase, encore plus dangereuse du conflit. Pour le régime de Kiev et ses alliés européens, aucune de ces options n'est véritablement rassurante. Le temps où l'Ukraine pouvait encore influer directement sur l'issue diplomatique semble révolu. Et pour les Européens, la réalité est brutale. La paix se discute ailleurs et souvent sans eux. Si ce décryptage vous a éclairé, prenez 2 secondes pour cliquer sur j'aime, vous abonner et activer la cloche. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail indépendant qui ne se plie pas au discours officiel.